Nouveaux éléments dans l'affaire Patrice Allègre, alors que le tueur en série reconnaît 2 nouveaux meurtres. Dominique Baudis, président du CSA, demande d'être mis en examen dans l'affaire afin d'avoir accès au dossier et pouvoir se défendre. Évian, source de vitalité pour les relations franco-américaines, avec cette poignée de main entre George Bush et Jacques Chirac. Pendant ce temps, plusieurs milliers de manifestants altermondialistes ont défilé sans incident notoire. Semaine difficile dans les transports et dans l'éducation nationale, avec des appels à la grève à partir de lundi. Le secteur public est toujours mobilisé contre la réforme des retraites. Sortie demain du nouvel album de Jean-Jacques Goldman, un tour ensemble a été enregistré lors des concerts qu'il a donnés au cours de l'année dernière. Madame, Monsieur, bonsoir. L'affaire Patrice Allègre prend aujourd'hui un tour nouveau. Dominique Baudis, l'ancien maire de Toulouse et actuel président du CSA, a demandé sa propre mise en examen pour avoir accès à l'instruction et organiser sa défense. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi son avocat, maître Francis Spinner. À Toulouse, Patrice Allègre est revenu sur ses déclarations précédentes en avouant 2 nouveaux meurtres. Explication Yasmina Farber. Les avocats de Patrice Allègre ont voulu confirmer eux-mêmes ce rebondissement. Les aveux que leurs clients avaient passés devant le juge vendredi après-midi. Ne gère pas que Patrice Allègre, nous sommes aujourd'hui en mesure de vous l'indiquer, reconnaît sa participation en tant qu'acteur principal à l'homicide de Lynn Galbardi et également à celui de Claude Martinez. Lynn Galbardi, la prostituée, et Claude Martinez, le travesti, auraient été éliminés en 92 pour éviter qu'ils ne livrent des secrets sur des soirées sadomasochistes ultra-violentes, des parties fréquentées par des personnalités politiques et des magistrats. Les avocats de Patrice Allègre n'ont pas confirmé que leurs clients avaient cité des noms connus devant le juge. Mais des fuites sont arrivées aux oreilles de Dominique Baudis. Ce matin, un journaliste l'aurait prévenu que de graves accusations pesaient sur lui. Le président du CSA demande alors à son avocat de parler. C'est, j'allais dire par vous, Dominique Baudis serait, excusez du peu, mêlé à l'organisation d'un assassinat. Voilà de quoi nous parlons, c'est, pardonnez-moi, hallucinant. Aujourd'hui, l'avocat ne parle plus du complot de l'industrie pornographique. Il pense que la machination a été orchestrée de Toulouse. Dominique Baudis veut en tout cas entrer dans cette procédure. Oui, M. Baudis a bien été mis en cause par Patrice Allègre. Oui, il l'a appris parce qu'il y a des violations savamment orientées du secret de l'instruction. Oui, il est déterminé à continuer à se battre pour son honneur. Et ce combat aujourd'hui passe malheureusement par sa mise en examen, et bien nous la souhaitons la plus rapide possible. Autre révélation 2 heures avant cette conférence de presse. Carl Zéro lisait une lettre écrite de la main de Patrice Allègre. Le tueur explique pourquoi il a commis ces meurtres et qui sont les autres acteurs du dossier. Ce document serait aujourd'hui entre les mains de la justice. Dominique Baudis sera-t-il mis en examen dans cette affaire? Même si sa demande est médiatique, seul le juge Lemoine, en charge du dossier sur les 6 meurtres, pourra prendre cette décision. En marge de la réunion du G8 à Évian, plusieurs dizaines de milliers de militants altermondialistes ont manifesté aujourd'hui. 2 défilés venus de Suisse et de France se sont retrouvés à Tonnex, où ils ont observé 1 minute de silence. Sur place, Nathalie Moisan et Annie Triboire. Dès ce matin à Annemasse, ils convergent vers la frontière. Ils rêvent d'un monde plus juste, d'aide du tiers-monde, accès à l'eau, sida. Le président Chirac, qui a reçu les ONG avant le G8, dit comprendre leurs préoccupations. Ce n'est manifestement pas leur sentiment. Annuler, annuler, annuler la dette. Elle tue, elle pille, elle assassine. Les grands slogans l'emporte-pièce, ça ne suffit pas. Il faut changer les règles de fond, il faut changer ces institutions non démocratiques, et Jacques Chirac ne répond jamais à cette question. Est-ce que vous avez le sentiment que Jacques Chirac prend en compte les préoccupations des ONG? Aujourd'hui, un tiers de l'humanité n'a pas accès à l'eau pour boire, manger et se laver. Il n'est pas capable de remettre en cause la tendance libérale qui est conduite à l'Organisation mondiale du commerce. À Genève, de l'autre côté de la frontière, les manifestants bloquent symboliquement les ponts qui mènent en France. Les slogans sont très hétéroclites et l'extrême gauche française bien représentée
tandis que le cortège s'étoffe progressivement. On a décidé de manifester des deux côtés de la frontière pour montrer que le G8 est pour nous illégitime et que la légitimité démocratique est du côté des mobilisations sociales, c'est-à-dire du côté des peuples. Car le lien entre les grèves et les thèmes altermondialistes, c'est aussi le souhait des syndicats. Un demi-échec, leur cortège n'est pas le plus fourni. La question des retraites est totalement liée au G8 parce que dans les sommets du G8, un des objectifs poursuivis depuis 25 ans par le G8, c'est la destruction des systèmes de protection sociale. Après la frontière, les manifestations fusionnent, tandis que les partis politiques de gauche se font discrets à l'arrière du cortège. Si le rassemblement a été moins important qu'attendu, il est resté cependant festif. En revanche, au cours de la nuit dernière, des petits groupes de casseurs cagoulés se sont attaqués à des boutiques du centre de Genève et ont tenté d'incendier des bâtiments publics. Ailleurs, ce sont des barrages qui avaient été montés pour gêner l'accès au sommet Paul de Genève. Chaque vitrine est cassée, méthodiquement. C'était la nuit dernière en plein centre de Genève. Ils sont près de 300, cagoulés et très mobiles. Des dizaines de magasins seront ainsi détruits. Ces casseurs sillonneront la ville une partie de la nuit. Plus tard dans la matinée, des manifestants ont dressé des barricades pour bloquer des avenues et des ponts. Les policiers anti-émeutes ont chargé à plusieurs reprises. Seul incident grave de cette journée, un manifestant est tombé de ce viaduc. Il est grièvement blessé. Il était pendu à une corde tendue en travers de l'autoroute. Un policier aurait coupé cette corde. Les policiers ont soulevé la corde pour laisser passer les voitures. Au même moment, un policier qui n'était pas présent tout au départ, mais qui était avec le premier groupe, est arrivé. Il a pensé vouloir aider ses collègues en coupant la corde pour permettre au véhicule de passer. Il ne s'était pas rendu compte que 2 personnes étaient suspendues sous la corde, d'où ce dramatique accident. Autre lieu de la contestation altermondialiste, Lausanne. Ce matin, des casseurs s'en sont pris à des hôtels. La police les a repoussés à coups de gaz lacrymogène à l'extérieur de la ville. Plusieurs centaines de manifestants ont alors été interpellés. Au cours de la grande manifestation de ce matin, le pillage de cette station-service sera le seul débordement des casseurs. Côté français, des manifestants ont tenté également de bloquer la circulation vers Évian. Les gendarmes se sont interposés. Les manifestants, parmi les plus radicaux, se sont finalement dispersés. Le sommet lui-même a été inauguré très symboliquement par une poignée de main entre George Bush et Jacques Chirac. Leur première rencontre depuis la crise irakienne. Le président français qui préside cette session du G8 a souhaité l'élargir à d'autres responsables comme le Brésilien Lula, l'Égyptien Hosni Moubarak ou le président du Sénégal Abdoulaye Wade. Sur place, Véronique Saint-Olive et Didier Rancoeur. Une première poignée de main très attendue entre Jacques Chirac et George Bush depuis la fin de la guerre en Irak. Mais l'effusion a duré le temps minimum, avec chaleur minimum et sourire minimum. Dès son arrivée à Évian, le président américain avait salué ostensiblement les militaires français. Si les États-Unis considèrent toujours que la France les a trahis, ils consentent aujourd'hui à parler d'avenir commun, mais un avenir à leur couleur. Jacques Chirac, lui, voudrait bien ramener ce sommet sur un autre terrain. Le président de la République a invité pour la première fois la Chine et une douzaine de dirigeants d'Afrique, du Maghreb et d'Asie pour une discussion élargie. Jacques Chirac espère ainsi se poser en leader du dialogue entre les peuples, de la régulation de la mondialisation, de l'aide aux plus pauvres. Lanterne rouge de l'aide au développement, les Américains ont débloqué 15 milliards de dollars pour la lutte contre le sida, mais Jacques Chirac ne veut pas être de reste. J'ai déjà décidé que la contribution nationale française serait triplée, c'est-à-dire qu'elle passerait de 50 à 150 millions de dollars. J'espère que nous serons suivis. Dans l'état actuel des choses, ce n'est pas acquis. Alors, intérêt, influence, alliance, chacun à Évian joue son jeu. D'une petite tape amicale, George Bush signifie sa bonne volonté. 21 dirigeants du monde, pauvres et riches, se retrouvent côte à côte, mais c'est le temps d'une photo. Jacques Chirac continue de défendre sa vision d'un monde multipolaire, mais l'Amérique se pose plus que jamais en superpuissance. Et pour bien relativiser l'importance qu'il accorde à ce G8, George Bush partira avant la fin, dès demain après-midi, après un entretien de 30 minutes à peine avec le président de la République française. Et nous retrouvons en direct Gérard Leclerc. Alors Gérard, Véronique vient de le dire, aujourd'hui c'était une réunion élargie. Demain commencent les choses un peu plus en tête-à-tête avec notamment une rencontre Chirac-Bush suivie d'une réunion restreinte, à 8 cette fois. Oui, absolument. Croissance économique, crise internationale, développement durable.
Tous les grands dossiers seront demain sur la table des pays du G8 qui en débattront entre eux. Pour trouver d'abord les moyens de sortir de la morosité économique, message sur la capacité de rebond de la croissance, négociations commerciales, stabilisation du dollar, tout sera examiné pour restaurer la confiance. Suivra la fameuse rencontre Bush-Chirac pour regarder l'avenir et non le passé, assure-t-on côté français. Et puis le déjeuner sera consacré aux questions internationales, la lutte contre le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et le conflit au Proche-Orient. Enfin, les chefs d'État et de gouvernement, sans George Bush, déjà repartis, rediscuteront l'après-midi du développement durable, priorité de la présidence française. Comment sortir de l'ornière les pays pauvres, notamment d'Afrique, par l'allègement de la dette, l'accès à l'eau potable et aux médicaments, la lutte contre la malnutrition. Bref, pour les pays riches, au-delà des divergences et des déficits, prendre quelques engagements en faveur des 2 milliards d'êtres humains qui vivent avec moins de 2 € par jour. Merci Gérard Leclerc, et j'ajoute qu'à Paris, justement, plusieurs associations de lutte contre le sida organisaient un grand rassemblement sur l'esplanade du Champ de Mars. Des centaines de personnes se sont symboliquement allongées sur la pelouse pour rappeler que chaque seconde meurt une victime du sida. L'Afrique est principalement touchée par cette épidémie. La Normandie a été aujourd'hui balayée par de très violents orages. Dans la région du Havre, le trafic ferroviaire a été perturbé. Dans l'Orne, un immeuble a pris feu. Et à Trouville, plusieurs maisons se sont effondrées. Sébastien Leguet. Des automobilistes surpris par le déluge. C'était ce matin dans les rues du Havre. Après l'orage, l'eau monte brusquement, envahit les rues et les maisons. Pas de blessés, mais les pompiers ne cessent d'intervenir pour des évacuations. À la gare, les voies sont inondées, le trafic est bloqué. À Montivilliers, où le ruisseau a brusquement gonflé, on dénombre pas moins de 60 interventions des pompiers, et notamment des plongeurs, qui évacuent les habitants. Tout était bien. On est bloqué depuis ce matin, mais on avait confiance. Dans les maisons, l'eau atteint 1,50 m. Les habitants ont à peine le temps de mettre à l'abri leurs meubles. L'orage éclate de nouveau en fin d'après-midi. Cette fois, c'est à Trouville que les crues sont les plus fortes, selon ces témoignages. Il a fait nuit subitement, et ensuite des trompes d'eau avec des grêlons, et ça ne s'est pas arrêté pendant près d'1 heure, et l'eau est montée petit à petit, voilà, sur Trouville. Du côté du port de Trouville, l'eau fait glisser les voitures, et donc il y a un petit sentiment de panique. L'ensemble des moyens pompiers du département ont convergé vers ce secteur du département. On est quand même sur un retour peu à peu à la normale, puisque les précipitations sont maintenant passées. Dans le Calvados, 15 000 foyers sont actuellement privés d'électricité. L'alerte orange est maintenue jusqu'à 1 h du matin. Et à Paris, hier soir, c'est un phénomène météorologique très particulier qui a touché l'est de la capitale. Une averse de grêle, vous voyez, a perturbé la circulation, inondé de nombreuses caves. Les pompiers ont effectué plus de 180 interventions dans le 18e arrondissement. Et par endroits, la couche de grêle atteignait plusieurs centimètres d'épaisseur, à la grande stupeur des passants et à la grande joie de certains enfants. Météo France a levé l'alerte orange sur le Calvados, l'Orne et la Sarthe, mais cette alerte est maintenue sur le centre, la Haute-Normandie, l'Île-de-France et la Picardie. Soyez donc extrêmement vigilants cette nuit. Des orages, des vents violents, des averses de grêle pourraient avoir lieu dans toutes ces zones en orange sur la carte. Rude semaine sur le front social, avec de nombreuses grèves et manifestations prévues dès lundi contre les réformes proposées par le gouvernement sur les retraites et la décentralisation. Parmi les secteurs les plus touchés, les transports et l'éducation. Calendrier avec Alix Bouillaguet et Marine Masson. Personne aux commandes. Dans les dépôts de bus et le métro, c'est le mot d'ordre lancé par la CGT RATP pour cette semaine. Le syndicat, certes majoritaire, se retrouve pourtant seul en piste, mais déterminé à rassembler le plus possible. Je m'attends à quelque chose de pas facile au début, mais qui va crescendo monter, et le gouvernement ne pourra pas ne pas en tenir compte. Lundi, les premières mobilisations. À 22 h pour la RATP, dès 20 h pour la SNCF. Seul un train sur 3 pourrait circuler. La grève sera reconductible. Mardi, la grosse journée d'action. Outre la RATP et la SNCF, Air France et les contrôleurs du ciel entrent dans la danse. A priori, pas de problème pour les longs courriers. En revanche, 80% des vols risquent d'être annulés. Appel à la grève également dans la fonction publique. Concernés, l'éducation nationale, les douanes ou encore les impôts.
Enfin, d'autres secteurs pourraient aussi cesser le travail, les routiers, la poste et la métallurgie notamment. Combien de manifestants mardi dans la rue? À 10 jours de la présentation de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, les syndicats jouent cette semaine leur va-tout. Demain, les discussions vont reprendre donc entre le gouvernement et les syndicats enseignants sur la décentralisation, les carrières et les conditions de travail dans l'éducation nationale. La première réunion aura lieu avec Luc Ferry et Nicolas Sarkozy sur la décentralisation des personnels non enseignants. Florence Griffon. Ce projet gouvernemental, Gérard Asquéry l'a épluché durant tout le week-end. 104 pages détaillant la décentralisation de l'éducation nationale. Mais le syndicaliste n'a pas changé d'avis. Demain, il demandera au gouvernement de retirer son texte. On ne discutera pas d'aménagement du texte. Notre projet, demain, c'est de convaincre nos interlocuteurs que ce texte, tel qu'il est, n'est pas bon et ne peut pas figurer dans le projet de loi sur la décentralisation. Le problème, c'est que le gouvernement n'est pas du tout de cet avis. Jean-Pierre Raffarin l'a rappelé lors du comité interministériel sur l'éducation nationale. Il n'est pas question de revenir sur le principe de la décentralisation. Ce projet prévoit le transfert aux collectivités territoriales des médecins, assistantes sociales et conseillers d'orientation psychologues et de 91 000 techniciens. Autre sujet qui fâche, les retraites bien sûr. La durée de cotisation devrait passer à 40 ans en 2008, 42 ans en 2020. Pour les enseignants, c'est beaucoup trop long et ce sont les élèves qui vont en souffrir. Ce thème-là sera abordé jeudi avec Jean-Paul Delevoye et Luc Ferry. Pour apaiser la grogne, le gouvernement estime avoir déjà fait un geste important en reportant le projet sur l'autonomie des universités. Désormais, c'est à Nicolas Sarkozy, aux côtés de Luc Ferry, de relancer le dialogue. Si dialogue il y a, car demain, des portes pourraient bien claquer. Le procès des assassins présumés du préfet Erignac, abattu en Corse en 1998, débute demain devant les assises spéciales de Paris. Le seul et principal suspect à ne pas comparaître sera Yvan Colonna, toujours en fuite. Explication Stéphane Bretner et Sylvain Daubat. 3 balles en pleine tête, une exécution froide, méthodique. Claude Erignac représentait l'État, il en est mort le 6 février 98. 21h, il quitte la préfecture pour se rendre au théâtre, sans escorte, comme d'habitude. 600 mètres plus loin, le préfet gare sa voiture, puis remonte la rue vers la salle de spectacle. Pour l'accusation, 2 hommes l'attendent, Yvan Colonna chargé de tirer et Pierre Alessandri en couverture. Lorsque le préfet les dépasse, Yvan Colonna sort son arme et ouvre le feu. Dans une rue adjacente, Martin Ottaviani récupère les 2 hommes et prend la fuite. 1 an plus tard, les membres du commando sont arrêtés grâce au relevé de leur téléphone portable, tous sauf un, Yvan Colonna, qui court toujours. Il voulait, disent-ils, créer un électrochoc chez les nationalistes et pour la Corse. Ce n'était pas un acte irrationnel ni un acte de droit commun, c'est un acte qui se veut politique, donc il faut essayer de comprendre rétroactivement comment une telle action a-t-elle pu se mettre en place à un moment donné. Une idée relayée par une partie des nationalistes depuis un mois, mais pour la famille Erignac, pas question de mélanger les genres, on juge des assassins présumés. Ces hommes, tout à coup, se sont réunis pour commettre le crime le plus odieux que l'on puisse commettre, d'une manière qui relève malheureusement beaucoup plus des exécutions de la mafia que ce que l'on avait vu quand même jusque-là en Corse. Les 8 accusés seront également jugés pour 3 attentats en 97, dont celui de la gendarmerie de Pietrozella, où a été dérobée l'arme qui a servi à tuer le préfet. Avant l'ouverture des débats, on parle pourtant déjà d'un procès malvenu. Le verdict devrait tomber début juillet, au moment du référendum sur l'avenir de la Corse. En Chine, le plus grand barrage du monde a été mis en eau ce matin, baptisé barrage des 3 gorges. Il doit contenir le fleuve Yangtze, dont les inondations faisaient chaque année des centaines de victimes. Ce projet, pour autant, suscite beaucoup de critiques et certains spécialistes auraient déjà observé des fissures sur les parois. Philippe Rochaud et Sylvain Jaume. Les eaux du Yangtze montent au rythme de 20 cm par heure et atteindront 135 mètres en 15 jours, pour former plus tard un lac de retenue de 600 km. Un barrage de 2 km de long, dont on vient de fermer les vannes pour remplir le plus grand réservoir du monde. Ces eaux feront tourner 26 turbines géantes qui distribueront l'électricité jusqu'à 1000 km de là. Mais déjà, la persistance de fissures d'une dizaine de mètres de long inquiète les observateurs.
Le barrage est pourtant construit à l'origine pour éviter les inondations catastrophiques qui chaque année font des centaines de victimes en aval. 4000 morts en 98. On ne peut pas dire qu'on contrôlera les inondations à 100%. Le réservoir permettra de contenir 39 millions de mètres cubes d'eau, mais chaque année, le courant dépasse les 45 milliards de mètres cubes. On a détruit 13 villes et une centaine de bourgades pour la mise en eau du réservoir des Trois Gorges afin de le rendre navigable. 700 000 personnes ont déjà été déplacées sans avoir eu vraiment le choix, comme ici les gens de la ville de Dzogoué, une cité de 200 000 habitants entièrement rebâtie 20 km plus loin. Pour construire cette maison, il fallait 40 000 yuan, 5 000 euros. L'État nous en a donné 30 000 et on en a rajouté 10 000. Mais c'est pas bien construit. Le projet des Trois Gorges va engloutir des terres fertiles et des centaines de sites culturels. Il va coûter 2 fois plus cher que prévu, 20 milliards d'euros, mais c'est le prix à payer pour maîtriser le fleuve. Il y aura très exactement 50 ans demain, le 2 juin 1953, la jeune Élisabeth d'Angleterre devenait Élisabeth II. Son couronnement avait lieu dans l'abbaye de Westminster, un anniversaire qui intervient un an après les fêtes du jubilé. Élisabeth Windsor avait officiellement accédé au trône à la mort de son père, mais n'avait été couronnée que 16 mois plus tard. Laurent Boussier. Dernière répétition, dernier préparatif dans cette abbaye de Westminster où seront célébrés demain les 50 ans du couronnement de la reine Élisabeth II. Une reine qui pendant la cérémonie aura certainement en tête ces images en noir et blanc d'une jeune femme de 27 ans radieuse dans sa robe de satin blanc, une jeune femme qui ce 2 juin 1953 allait recevoir des mains du chef de l'église anglicane la couronne des rois de l'Empire britannique. Énorme événement retransmis pour la première fois à l'époque en direct et en mondiovision. Pourtant, c'est avec une relative discrétion que la souveraine va fêter cet anniversaire, loin des fastes déployés l'année dernière pour ses 50 ans de règne. Mais au fait, quelle est la différence entre être reine et être couronnée ? Le couronnement, c'est le religieux, le spirituel, le dévouement du monarque à son peuple. Elle a prêté serment et elle a été reconnue alors par les pairs du royaume comme la seule souveraine. Un demi-siècle après, alors que les Britanniques souhaitent de plus en plus une modernisation de la monarchie, Élisabeth II reste un îlot de stabilité et de dignité au cœur d'une famille royale qui défraie encore régulièrement la chronique. Et les amours de Charles et de Camilla, le procès de l'ex-majordome de Diana et le prince William, très populaire auprès des jeunes femmes, détournent l'attention des médias. Loin des gros titres de la presse à scandale, la reine, elle, continue à incarner la tradition et la proximité. Demain, pour célébrer les 50 ans de son couronnement, elle a invité à Buckingham 500 enfants venant des milieux défavorisés. En France, retour très difficile sur les routes après ce long week-end très ensoleillé. Les premières difficultés sont apparues dès le début de l'après-midi en région parisienne, comme le montrent ces images tournées au péage de Saint-Arnoux à la sortie de l'autoroute A10. Et dans le sud, près de Montpellier, les gendarmes ont multiplié les contrôles routiers. C'est au péage de Saint-Jean-de-Véda sur l'autoroute A9. Reportage Véronique Gaglione et Françoise Mazou. Aujourd'hui, pas de séance photo, mais installation de jumelles, c'est plus rapide. Leurs rayons laser visent les plaques et répercutent tout de suite la vitesse, presque à l'insu des automobilistes. Comment vous faites pour être invisible? Pourquoi invisible? On est visible. On n'est pas caché. C'est pas caché là? La voiture se voit et nous on nous voit. Un Picasso vert métallisé, immatriculation DPX 92, c'est un véhicule français à 151 km/h. Tolérance zéro, avec ou sans l'escorte des motards, tout véhicule roulant à plus de 140 km/h visé par les jumelles est intercepté au péage suivant. Vous n'entendez pas du véhicule, je s'arrête pour la vitesse. On était relevé à 163 km/h. On discutait avec ma femme et puis bon, c'est vrai qu'avec des voitures comme ça, on fait pas vraiment attention quoi. Vous rentrez le week-end? Oui, on rentre le week-end. Mais on n'est pas pressé en plus. La vitesse est de 159 km/h, c'est une amende donc de 135 € minorée à 90 €.
Vous n'aviez pas l'impression d'être un peu rapide, un peu dangereux? Non, non, j'ai eu une voiture qui était devant moi, là. À la même vitesse? Oui. J'ai pas fait attention à mon compteur. 90 € et 2 à 4 points retirés du permis. Les automobilistes commencent à lever le pied, mais avec 20 morts cette année, le tronçon de la Neuf entre Béziers et Nîmes reste l'un des plus meurtriers de France. Mais avant les PV, il y avait quand même parfois la plage, dans le Var, à Saint-Cyr-sur-Mer, ambiance de vacances, quelques touristes et beaucoup d'habitués à parfum estival et des températures frôlant les 21 degrés dans l'eau. Francis Mazoyer et Michel Comin. Parfum de grandes vacances sur cette plage de Saint-Cyr-les-Lecs. Un ciel bleu azur et une température de 24 degrés, les conditions météo étaient idéales pour bien terminer ce long week-end de l'Ascension. Au soleil, ça chauffe, petit vent juste pour rafraîchir, ce qu'il faut. Cet après-midi, il faisait pratiquement aussi chaud dans l'eau que sur la plage. La mer était à 21 degrés. Pourtant, certains préféraient y aller à petits pas. Ça y est, ce matin, et bon, maintenant c'est un peu plus dur. Je viens de prendre le soleil, donc c'est un peu plus dur. Sur la plage, il y a d'abord les hyperactifs. Pour eux, décompresser, c'est le sport ou les sensations fortes. Il y a aussi les adeptes du farniente. Et tous ont un point commun, le fort risque de coups de soleil en ce début de saison. Mais on a pris un petit. C'est la première exposition, bon, ça y est, mais non, mais ce qu'il faut. On fait attention quand même, on n'est pas imprudente. Ce dimanche était néanmoins bien agréable. Les baigneurs apprécient particulièrement cette période car les plages ne sont pas encore bondées. Il n'y a pas encore tous les touristes justement. C'est agréable. Donc c'est mieux comme ça. Il n'y a pas beaucoup de monde. Sinon on est tout serré. Les touristes qui arriveront bientôt en masse étaient déjà plus nombreux que prévu en ce week-end de l'Ascension. Mais si les plagistes ont fait d'aussi bonnes affaires, c'est également grâce à la clientèle locale. Et on a beaucoup d'habitués de Marseille, Aix, qui viennent assez souvent ici régulièrement. Ouais, et puis c'est les clients qui sont habitués, qui prennent des matelas carrément pour les mois entiers, quoi, direct. La plage et ses loisirs, voilà qui devrait désormais devenir une habitude, car le beau temps devrait se maintenir. Et à Paris, sur les Champs-Élysées, ce sont les trains qui ont été pris d'assaut. Avec ce matin, le tout premier trajet d'un train éphémère, 30 minutes sur 1400 mètres de la Concorde à l'avenue Georges V. 1 millier de cheminots volontaires ont permis cette prouesse. Stéphane Despinois et Olivier Martinet. Un train sur les Champs-Élysées. 800 000 personnes ont accouru pour assister à ce spectacle inédit. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui c'est un chef de gare qui régule la circulation sur la plus belle avenue du monde. Le convoi s'élance de la Concorde, direction l'avenue Georges V, un parcours d'1,5 km, un slalom au milieu des champs à 3 km/h. Surprenant. Bah, c'est un coup unique ça, hein. Ça vraiment là, c'est du jamais vu. Bah, c'est original, c'est très bien. C'est plus sympa le train que la voiture, parce qu'on a le temps de voir. Seuls 2000 privilégiés ont pu monter à bord des nouvelles voitures Corail, mais sur les quais, l'émotion n'en était pas moins grande. C'est beau quand même. Mais moi, ça me fait un effet formidable. C'est magnifique. Ça me donne le frisson, moi. C'est vrai. Sans oublier un brin de nostalgie. C'est différent des trains d'autrefois quand on fréquentait les quais de la Roche-Migène. C'est une idée complètement géniale, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait effectivement une locomotive à vapeur parce que ça parle à ma génération. Toute la journée, les cheminots ont revêtu leur t-shirt rouge pour assurer la sécurité de cette ligne éphémère. On est fiers d'être cheminots. Ça fait quelque chose. Mais comme à la SNCF, un train peut en cacher un autre, la fête d'aujourd'hui a quelque peu relégué au second plan la grève de mardi. Et pour les plus courageux, c'était aujourd'hui en France la fête du vélo, avec à Paris de jolies balades sur les quais de la capitale où 400 vélos ont été mis gratuitement à la disposition des amateurs. Et une question à des réponses très variées. Faut-il ne pas porter le casque? Sophie Rodier et Sylvain Daubin. Ne lui parlez pas de métro, à bicyclette, Sandra est sur un petit nuage. Le vélo lui ferait presque pousser des ailes. J'ai l'impression de voler et puis ben, j'adore ça. Quand il fait beau, en plus, c'est quand même génial. Pas besoin de fête pour sortir son vélo, à Paris c'est son seul moyen de transport. Pédale contre moteur, la cohabitation avec les autos n'est pas toujours facile. Donc voilà ce qui arrive très régulièrement au feu rouge. On se retrouve coincé derrière les voitures. Donc on est obligé de respirer tous les pots d'échappement. On se prend plein de vapeur, c'est dégoûtant. Eux ont choisi la randonnée exceptionnelle aujourd'hui dans Paris. On essaie de rouler côte à côte.
Pour Nicolas et ses amis, pas question de se risquer seul à vélo dans les rues de la capitale, trop dangereux. Je pense que le fait de partager les couloirs bus, c'est un risque supplémentaire déjà quand on n'est pas très protégé en vélo. Justement, le port du casque pourrait devenir obligatoire en France pour les cyclistes. Le projet sera discuté prochainement à l'Assemblée, mais en attendant, ils avaient choisi d'autres couvre-chefs. Aujourd'hui, c'est casquette. Voilà. C'est efficace? Je sais pas, je suis pas tombé avec. Et les habitudes ne sont pas prêtes de changer, d'autant que les Français ne sont pas vraiment des fous du vélo. En moyenne, ils en font 12 fois moins que les Danois. Au Grand Prix de Monaco, c'est le Colombien Juan Pablo Montoya sur Williams BMW qui a remporté l'épreuve dans les rues de la Principauté, devant le Finlandais Kimi Räikkönen sur McLaren et l'Allemand Michael Schumacher sur Ferrari. C'est la première victoire de la saison pour Montoya. Cet après-midi à Roland-Garros, Amélie Mauresmo s'est qualifiée pour les quarts de finale. Elle a expédié son adversaire en 2-7. Elle rencontrera Serena Williams. Compte rendu Nathanaël de Rinxin. Il y a des sourires qui en disent long. Pour la première fois de sa carrière, Amélie Mauresmo est en quart de finale à Roland-Garros et ça suffit à son bonheur. De son adversaire du jour, Maggie Serna, on retiendra qu'elle avait une robe rouge et une casquette blanche. Question tennis en revanche, la numéro 1 française lui était nettement supérieure. Techniquement, physiquement, tactiquement, Amélie Mauresmo domine et remporte la première manche 6-1 en 24 minutes. Je pense que là j'ai encore fait un pas en avant dans mon jeu, dans la solidité, dans la rigueur, dans la manière d'aborder les matchs, très solide comme j'ai pu le faire aujourd'hui dès le début. Dans la deuxième manche, l'Espagnol ne fait guère illusion plus longtemps. Serna regarde passer les balles. 6-1, 6-2, l'affaire est entendue en 59 minutes. En quart de finale, Amélie Mauresmo doit retrouver Serena Williams. Cet après-midi, la numéro 1 mondiale, identifiable à ses chaussures oranges, s'est un peu pris les pieds dans le tapis, mais s'est qualifiée sans problème face à Sugiyama, la japonaise. Battre une Williams à Roland-Garros, c'est possible. Tout à l'heure, cette petite Russe de 19 ans, Vera Zvonareva, a accroché Venus Williams à son palmarès. Une victoire en 3-7 et 2 heures de jeu. Venus Williams donc éliminée, ainsi que Jennifer Capriati éliminée en 8e de finale. Hier soir au Stade de France, c'est finalement Auxerre qui a remporté la Coupe de France de football pour la 3e fois en battant le PSG 2-1. Les Auxerrois ont ainsi balayé les derniers espoirs des Parisiens qui ont décidément vécu une bien triste saison. Le pianiste François-René Duchâble, se retire de la scène. Il l'avait annoncé il y a 5 ans. À l'apogée de son art, il donne cette semaine quelques derniers concerts. Michel Monponté, Alexandra Renard. Ce matin-là, il est arrivé sur scène bien avant tout le monde et en repartira le dernier. Comme pour bien en finir avec ce plaisir de la scène. La dernière cigarette jusqu'au filtre et puis fini. François-René Duchâble tourne la page des grands concerts. Pour lui, fini le soyeux des cordes à ses côtés, fini les hautbois dans l'oreille gauche, fini les orchestres et leur immensité. Théâtre des Champs-Élysées, dernier galop plein vent au cœur de l'orchestre philharmonique de Radio France. Parce qu'il l'a voulu ainsi, dernier concert, mais avec des spectateurs pour qui c'est la première fois. Duchâble, lui, va plier ses valises et balancer ses 4 vérités. On joue quand même pour le club 3e âge. Alors j'ai rien contre le club 3e âge, mais on a l'impression de jouer pour le service gériatrique d'un hôpital quand on joue dans la salle de concert. Ces salles de concert du monde entier qu'il a connues pendant 30 ans, il les fuit désormais. La politique de la chaise vide. Ça ne me manquera pas parce que je compenserai chez moi en écoutant la musique merveilleuse des autres, sans tension, sans risque, sans fatigue. Je me dirigerai même devant une glace, pas besoin d'être chef d'orchestre, et je choisirai les interprétations qui me conviennent, bien sûr.
Le concert fini, il a simplement retiré son nom de la porte de la loge, comme on abandonne ses chaussures après une longue marche. Et nous laisse pourtant, en partant, un cadeau impérial, les concertos de Beethoven, mais sans public, juste avec des caméras pour témoin de sa rigueur brûlante. Le nouvel album de Jean-Jacques Goldman sort demain, intitulé Un tour ensemble. C'est un double enregistré en concert l'année dernière. Jean-Jacques Goldman est en tête des ventes de disques en France. Il accorde très peu d'interviews. Il a cependant accepté de recevoir Olivier Lenuzza et Dominique Bonnet. Une démarche exceptionnelle pour cet homme discret. Une tournée de 9 mois. De mars à décembre 2002, 125 concerts, 800 000 spectateurs. Entre deux avions, Jean-Jacques Goldman nous reçoit chez lui, à Paris. Quelques heures de répit. Le temps de poser ses bagages, d'ouvrir la boîte à souvenirs. L'artiste le plus puissant de la chanson française joue les cordes sensibles. Je suis rentré de tournée il y a quelques mois. Et donc je les ressors un petit peu là, je les revois. Et elles vont bien? Non, pas terrible, faut changer les cordes. Là il manque une sur la 12 cordes. Elles ont besoin qu'on s'occupe un peu d'elles. C'est des sons-là qui font que nos raisons sont vaines. Un double album, une vingtaine de chansons enregistrées sur scène. Ces choses au fond de nous qui nous font des états. Moi j'ai peur sur scène. On est là, c'est du live, hein, que ce soit au violon ou à la guitare. Le doigt il est là, mais s'il est là, ça s'entend. Il y a 8000 personnes qui l'entendent, donc je pense que c'est normal d'être concentré et puis d'être inquiet, quoi. Une cerise quand on l'attend pas, quand on y croit, il s'enfuit déjà. Frère qui a sous l'écoutard. Il est l'auteur français le plus courtisé. Il prépare le nouvel album de Céline Dion. Les années passent, Jean-Jacques Goldman est égal à lui-même. Pour certains sans surprise, mais surtout sans fausse note. Fin de ce journal, à suivre la météo de Patrice Drevet. Attention aux avis d'alerte de Météo France. 20h55, le professionnel Jean-Paul Belmondo. Minuit 20, le dernier journal SMT. Demain à 7h40 dans les 4 vérités, je recevrai François Chérec de la CFDT. 13h, Daniel Bilalian. 20h, David Pujadas. Excellente fin de soirée sur France 2. Bonsoir.